France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est lundi aujourd'hui, nous sommes le 13 mars. Il fait beau, c'est magnifique. On est presque au printemps là, quelques jours de patience et on va y être. Youssef Brakni est avec nous. Salut Youssef. Salut Christophe, salut à toutes et à tous. Comment tu vas? Ça va, tranquillement. Alors vendredi, mis fin au terme d'une semaine judiciaire concernant l'affaire Amin Bentounsi. On reviendra sur cette prononciation, enfin de ce jugement qui a été prononcé. Ouais, on rappelle, le policier a été condamné à 5 ans de prison avec sursis. Sursis et 5 ans d'interdiction de port d'armes. Ouais. On y reviendra en tout cas, parce que beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, notamment par rapport à la décision de justice, qu'on trouve évidemment beaucoup trop légère par rapport aux faits quand même, qui sont énormes. C'est qu'un policier qui tue donc un jeune homme de 28 ans, Amin Bentounsi. Donc voilà. Et j'étais présent. Tu étais présent, justement, c'est pour ça que tu nous en parleras. Est-ce qu'il y a encore des recours ou pas? Pour le policier, il peut aller en cour de cassation. Il a 5 jours. D'accord, mais là pour ce qui est des pour la famille, non. Pour la famille, non. Ouais, ça s'arrête là. C'était déjà harassant, on en reviendra. Ouais, on y reviendra bien sûr tout à l'heure. On parlera aussi, on fera un petit focus sur la famille Traoré, puisque à chaque semaine malheureusement sa nouvelle tragédie. Oui, malheureusement, oui, il y a 2 frères encore à nouveau qui sont en garde à vue là pour des faits de violence. On n'en sait pas plus pour le moment. La famille Traoré, le comité Adama va communiquer dans la soirée là sur la page Facebook avec un communiqué officiel. Alors pour ce qui est du programme, évidemment sur France Maghreb 2, eh bien ton coup de cœur aujourd'hui, tiens Youssef, c'est quoi ton coup de cœur? Alors mon coup de cœur, c'est une personne qui va nous rejoindre dans très peu de temps là, d'ici 5 minutes. C'est du coup une association qui s'appelle Bibliothèse, un jeu de mots entre bibliothèque et cité, et qui consiste à faire découvrir la littérature dans les quartiers populaires et en invitant une fois par mois un auteur. Des quartiers populaires évidemment, issus des quartiers populaires. Très bien. Et qui présente un livre. Belle initiative. Ton avis tranché mon ami? Alors mon avis tranché, ce sera sur le communautarisme en banlieue. J'en dis pas plus. Très bien. J'ai hâte. On recevra tout à l'heure à 17h l'organisateur du salon Hajj Expo qui aura lieu les 18 et 19 mars prochains à la porte de l'espace Champéret, pardon. C'est gratuit évidemment, c'est chaque année, donc nouvelle édition, nouveauté donc dans ce salon Hajj Expo. On en reparlera tout à l'heure avec lui tout à l'heure à 17h sur France Maghreb 2. Le zapping, un zapping très fourni aujourd'hui. On va bien discuter. Évidemment, vos appels au 01 40 33 9000, vos mails aussi lgf@francemaghreb2.fr. Et puis Libertad, les 10 minutes de liberté, 17h50, 18h, 01 40 33 9000. Et bien sûr, pour ceux qui souhaitent d'ores et déjà y participer, vous pouvez laisser vos messages sur le 06 18 21 56 41, de sorte à être sûr de passer et de faire passer votre message. Pour ce qui est de coup de cœur musical, il arrive dans un mois cet album, Idir, le grand artiste Idir, artiste algérien qui a invité pour cet album une pléiade d'artistes français, mais pas seulement, notamment Charles Aznavour, plein d'autres artistes. Et là, je voulais vous faire écouter le premier extrait de cet album qui sortira en mois d'avril. C'est une belle rencontre entre Idir et Francis Cabrel. Ils ont repris ensemble la chanson célébrissime de Francis Cabrel, La Corrida, avec la petite touche kabyle évidemment. Francis Cabrel, le titre La Corrida évidemment de Francis Cabrel en duo avec Idir, un extrait de l'album de Idir qui sortira donc au mois d'avril prochain. Une pléiade d'artistes invités donc à cette occasion, notamment un certain Charles Aznavour que tout le monde connaît, où il va chanter la bohème en kabyle. Si vous n'avez pas vu la vidéo justement de l'enregistrement de cette chanson, il faut absolument la voir parce que il a une faculté de prononciation et de mémoire, Charles Aznavour. C'est assez impressionnant parce que tout le monde le sait évidemment, le kabyle le berbère c'est très compliqué à parler, et lui donc il y arrive pratiquement à la perfection, d'après en tout cas Monsieur Idir. Pas mal cette petite version mon cher ami Youssef en tout cas. Ouais, vraiment bien, je connaissais pas du tout, j'ai hâte de voir. Ah bah c'est normal, c'est pas sorti encore. Ouais, c'est toi qui a l'exclu. Mais j'ai vu Aznavour. J'ai vu Aznavour. Ah, Aznavour qui chante en kabyle, c'est pas mal Ouais, c'est pas mal. Il paraît qu'il a un bon accent ouais, bien. Non, il maîtrise. Parce que je suis moi-même kabyle, comme tu le sais. Bien sûr, tout le monde le sait. Voilà, Monsieur Youssef Brakni avec un zapping très complet aujourd'hui. Et on va parler avant du zapping bien sûr de ce qui se passe parce que les choses se corsent. Tension entre la Turquie et le Pays-Bas et plusieurs pays d'ailleurs d'Europe, notamment l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, la Suisse. Bref, rien ne va plus entre la Turquie et ces pays. On y revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2 jusqu'à 18h30 avec notre ami Youssef Brakni qui est avec nous en ce lundi. Et ton invité qui est arrivé, mon cher ami Youssef. Ouais, enfin.
Ah, enfin, voilà. Tu l'as fait perdre, c'est bien ça. Salut Ossine. Salut, merci pour l'invitation. Bien, Ossine Ras. Bien, très bien, merci, très bien. Un peu fatigué parce que j'ai couru, mais bon, ça va. Non, mais ça c'est Youssef, ça c'est le bisoutage. Hein. Voilà. J'ai dit boulevard de Belle-Île au lieu de rue. Ah, oui. Merci pour le cadeau. Alors Ossine, Oui. présente-toi un petit peu aux auditeurs. Alors moi, je suis Ossine de Sarcelles. Ouais. Et pour parler de notre projet, moi je suis fondateur avec Turkan Inan, une amie à moi, une collègue d'association dans d'autres projets. On a fondé Bibliothèse, un petit projet culturel dans les quartiers. Qui tourne autour des livres. En fait, on invite des auteurs issus des quartiers ou des auteurs dont leurs livres traitent des quartiers ou de l'immigration, des sujets qui nous concernent. Donc, ils viennent dans les quartiers à Sarcelles, ils présentent leurs livres, ils témoignent de leur parcours, ce qui les a poussés à écrire un livre, etc. Puis à la suite, les spectateurs posent leurs questions, on débat un petit peu, et puis il y a un buffet à la fin. C'est pour inciter la jeunesse à s'intéresser aux livres. Ou utiliser aussi ce moyen pour exprimer son ressenti. Alors en fait, ouais, c'est un peu plusieurs trucs déjà. Ouais. Moi, j'estime que ce qu'on fait par rapport au livre, le livre c'est plus un outil qu'un objectif pour nous dans ce projet-là. Déjà, c'est pas que fermé sur la jeunesse. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent écouter nos débats et ça c'est original parce que c'est très rare. En plus, à la fin, ils achètent le livre et ils débattent avec l'auteur, donc c'est cool. Mais c'est aussi pour les autres, pour tout le monde en fait, pour les parents, pour tous ceux qui lisent peu. Et aussi, en fait, on veut pousser les gens à oser débattre, oser parler des sujets qui les concernent. Donc, quand on fait Bibliothèse, on donne confiance aux spectateurs. C'est des personnes qui souvent regardent des débats à la télé. Les auteurs qu'on invite, ils les ont vus aussi à la télé. Peut-être qu'ils ont leur petit avis dans la tête, des petites questions qu'ils ont jamais posées, qu'ils oseront jamais poser. Donc, Bibliothèse, j'aimerais bien que ce soit aussi un outil pour qu'on puisse parler et qu'on laisse plus parler les autres à notre place. Justement, c'est une belle manière de prouver que les habitants des quartiers ne sont pas en marge de la société. Exactement. La preuve, ils ont un avis sur tout. Quand on invite des invités très divers et c'est pas fini. Et là, on prouve que les parents comme les jeunes, ils sont intéressés par tous les sujets. On le voit dans les quartiers quand il arrive une actu déjà à la télé ou à la radio ou sur Facebook, ils débattent, ils ont leur avis et leur avis, il est pertinent. Il est très pertinent souvent. On va en reparler évidemment de Bibliothèse, donc qui est avec nous, donc Ossine Ras sur France Maghreb 2. Dans cette émission de Grand Forum. Alors on va juste faire un petit point, mon ami Youssef, puisque tu étais vendredi au cours de cette semaine, la semaine dernière, donc au procès Amin Bentounsi. Et tu vas peut-être nous donner un petit peu les grands moments de ce qui s'est passé durant la semaine et surtout revenir aussi sur le verdict qui est tombé vendredi soir. On rappelle la condamnation du policier donc à 5 ans de prison avec sursis, 5 ans d'interdiction de port d'armes. Comment a-t-il été accueilli ce verdict par la famille ? Alors, pour ce qui est de la famille, ça a été vraiment un soulagement. Vraiment, c'est quand même 5 ans de combat. Et bon, la prouesse, elle a été quand même pour Amal Bentounsi, la courageuse Amal Bentounsi, d'avoir réussi à ramener un policier devant les assises. Ouais. Et ça, c'était déjà une grande victoire, déjà, parce qu'on sait que c'est rarissime. C'est très rarissime. En fait, la vérité, c'est que la plupart du temps, c'est des non-lieux. C'est-à-dire que les policiers sont même pas jugés. Ouais. Donc ça, c'est important à le noter. C'était déjà, et à mon sens, pour moi, c'était déjà sa victoire. Une belle victoire, oui. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'Amal Bentounsi, avec le collectif qu'elle a créé, Urgence Notre Police Assassine, c'est qu'elle a réussi à imposer dans le débat, avec d'autres, des militants et d'autres familles de victimes, la question des violences policières et des crimes policiers. Donc ça aussi, c'est une victoire. Et ça, ce verdict vient couronner en fait 5 ans de lutte, 5 ans de combat de Amal Bentounsi. Après, ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un soulagement parce que pour Amal et sa famille, parce qu'en fait, Amin Bentounsi a été quand même présenté comme un braqueur dans la presse, comme un délinquant, comme un voyou, et quelque part, ce qui ressortait de ça, c'était que, il l'a mérité. Voilà, c'était un voyou en fait. Il l'a mérité et que voilà, on peut pas défendre un braqueur et qu'il est hors de question de condamner un policier qui en fait a fait quelque part son travail quoi. Et c'était vraiment ça qui ressortait pendant ces années. Donc là, le fait que à la fin on a tous répété la même chose, y compris sur les réseaux sociaux. On a juste mis un mot. On a mis coupable. Coupable. Ouais. Et on l'a tous répété. Coupable. Coupable. Sans rajouter, sans rien dire. Même pas les 50 sursis, etc. Juste coupable. Et ça, c'est une grosse victoire, quand même. Coupable, ce mot est important. Ce mot a une signification, importante pour la famille. Oui. Pour les victimes. Et puis surtout. De violences policières. Et puis surtout, il faut rappeler qu'en France, la peine de mort a été abolie. Ouais. Quoi qu'on ait pu faire, quels que soient nos actes, on n'a pas à être tué. Exécuté par la police, surtout que dans ce cas-là, il n'était pas en légitime défense, le policier.
Et c'est ça Ouais. que lui qu'il a essayé de plaider. Ah non, parce qu'il a tiré dans le dos. Il a tiré dans le dos, alors il a essayé par plein de pirouettes de dire que s'il s'est retourné, il avait 2 secondes pour se retourner, etc. Vous savez, il y a eu tout un débat durant la semaine d'experts, etc. Est-ce qu'il avait le temps de se retourner ou pas? Ça peut paraître absurde, mais il y a eu tout un débat sur ça. Donc la Et combien de légitime secondes? défense n'a pas été retenue. Bah non, parce qu'il est coupable. Voilà. Donc il n'a pas été retenu. Maintenant, le deuxième volet, voilà, c'est là qu'il y a eu beaucoup de débats sur les réseaux sociaux. Il y a eu énormément de réactions, de déception en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai Par que rapport à la sanction, par rapport à la sentence. bah oui, parce qu'en fait, il a été reconnu coupable. En Ouais. France, 6 mois, par exemple, je suis jugé et que je suis reconnu coupable d'un crime, surtout si j'ai tiré sur quelqu'un avec un pistolet dans le dos, c'est clair que moi, j'aurais fait peut-être 15 ans de prison. Ou voire plus. Et donc là, c'est clair qu'en fait, on a un policier, bah là, il est reconnu coupable d'avoir tué quelqu'un, et en fait, il a juste 5 ans de sursis. Et il reste dans la Pour police. rappel, 50 sursis, il va pas en prison. Hein. Il va pas en prison, c'est s'il recommence. Et a priori, il recommence à moi parce qu'il a interdiction de porter une arme. Donc. Voilà, pendant 5 ans. Du coup, Ouais. ça correspond. Et est-ce qu'il reste policier? Oui, il reste policier, et c'est ça aussi un des problèmes de ce verdict aussi. Là, je parle d'un point de vue politique. Du coup, là, je sors un peu de la posture des familles. Ouais. C'est qu'en fait, bah, du coup, c'est-à-dire qu'il reste policier, il n'est pas révoqué de la police. Et ça aussi, c'était une revendication en fait. C'est-à-dire que voilà, ces policiers-là ne peuvent pas rester dans la police. En fait, c'est des dangers. Ouais. Parce que la justice le dit. Et là, c'est une cour d'assises qui le dit. Ouais. Et d'ailleurs, bon, après, pour revenir sur le procès sur la semaine, c'est vrai qu'on était étonné par rapport à Bobigny sur la dureté du procès, quoi. C'est-à-dire que le policier a été malmené. Ouais. A été vraiment malmené, et certains s'attendaient à une peine quand même un peu plus conséquente quand même. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est la culpabilité qui a été reconnue, et ne serait-ce que ça, déjà, c'est une belle victoire, parce que de voir un policier qui est reconnu coupable après, évidemment, un crime, c'est un crime. Oui. C'est très rare, comme tu le disais tout à l'heure, c'est souvent des non-lieux, voilà. Alors, il y a déjà eu par le passé des policiers condamnés à du sursis. Ouais. Il y en a eu dans les années 90, il me semble, si je me souviens bien, 91, 90. J'ai plus les noms, mais on avait fait tout un historique là, justement à l'occasion du verdict. Il y a même eu, par exemple, le policier qui avait tué, le CRS qui avait tué Laouari Ben Mohamed à Marseille. Lui, c'était carrément un fusil d'assaut qu'il avait vidé sur ce jeune d'origine marocaine à Marseille, Laouari Ben Mohamed, et il avait fait quelques semaines de prison, quoi. Ouais, donc effectivement. Alors aussi un petit mot sur la famille Traoré, parce qu'on en parle grâce à toi toutes les semaines. Enfin grâce à toi, non, parce que tu es en lien finalement avec cette famille. Tu suis évidemment cette affaire depuis l'affaire Adama Traoré. Il y a eu l'affaire Bagui Traoré, et maintenant 2 autres frères sont concernés. Oui, alors voilà, c'est tombé ce matin. Voilà, c'est le Parisien qui a en premier sorti l'information. Du coup, à nouveau, encore acharnement sur la famille Traoré. Maintenant, ils sont accusés d'avoir commis des violences. On sait pas trop sur qui. Pour le moment, on n'en sait pas plus. On sait juste qu'ils ont été placés en garde à vue très tôt ce matin. Il me semble qu'ils sont toujours pas ressortis de la garde à vue. Du coup, la presse a été prévenue très rapidement quand même. Donc voilà, on comprend un peu la mise en scène, etc. De vouloir criminaliser comme toujours les victimes. En fait, voilà, comme on le disait la semaine dernière, c'est-à-dire que dans ce pays, tu peux être victime, et du coup on te renverse la situation, et c'est toi-même qui deviens en fait la personne suspecte, et on se retrouve criminalisé. Alors que la famille Traoré, je le rappelle, a perdu quand même un membre de leur famille. Ouais. Le jour de son anniversaire, Adama Traoré a été tué dans les locaux de la gendarmerie de Persan. Ouais. Et avec des témoignages accablants de pompiers qui disaient comme quoi qu'il était face contre terre, complètement abandonné, pas du tout en position de PLS ni rien du tout. Et surtout avec le témoignage maintenant qui commence à remonter, on sait que c'est 3 gendarmes avec tout leur poids qui l'ont en réalité étouffé. Ossine, toi qui est en banlieue, qui connaît un petit peu, qui fréquente aussi cette jeunesse, est-ce que la situation au travers de toutes ces affaires n'est pas explosive? Ne peut pas imploser? Je pense qu'un retardement, elle pourrait imploser. C'est une hypothèse, mais tout est possible en ce moment. C'est vrai que c'est un sujet qu'on parle beaucoup dans les quartiers, qui nous concerne, que ce soit toutes les affaires de violence policière. L'affaire Théo et à travers la famille Traoré, moi qui suis du 95, c'est vrai que nous on le ressent même à plusieurs kilomètres, puisqu'on est de Sarcelles et qu'ils sont à Beaumont-Persan. C'est des gens qu'on connaît beaucoup, on a beaucoup de liens avec la ville. Donc dans les quartiers, oui, bien sûr, on en discute, mais pas seulement les jeunes. Il y a aussi les parents, dans les familles, dans les appartements. On le voit aussi dans les mobilisations. Ce qui est surprenant à travers l'affaire Théo et Adama, et que je tiens à souligner, c'est la mobilisation des mamans. On l'a vu à Persan-Beaumont à plusieurs
plusieurs rassemblements, même de nuit, au milieu du quartier, où des mamans ils prennent la parole et ils se mobilisent, ils se mettent en groupe pour pouvoir trouver des solutions. Je me rappelle qu'ils avaient parlé d'aller voir la mairie, de mettre la pression. On a vu la même scène à Aulnay-sous-Bois où les mamans descendaient dans le quartier pour dire à la police que voilà, on n'a plus besoin d'eux et que c'est à eux de gérer maintenant avec leurs enfants. On l'a vu aussi à Bobigny, où au milieu de toute cette manifestation, de tout ce rassemblement, on a vu des groupes de mamans se réunir alors qu'elles se connaissaient même pas et discuter de la situation, essayer de trouver des solutions. Et c'est ce qui est fort, c'est que c'est pas seulement la jeunesse, mais c'est toutes les parents, toutes les générations et toutes les origines qui commencent à se rassembler pour trouver des solutions elles-mêmes et pas attendre après le gouvernement ou tous ces outils comme la police. On sait maintenant que la police c'est plus une solution. Donc le calme et j'allais dire les moments de paisibilité qu'on peut retrouver en ce moment, bien que l'actualité soit chaude et provocante aussi quelque part, on le doit en partie à ces mamans, à ces parents qui s'organisent. Exactement. Qui font des appels au calme. Il y a beaucoup de monde qui se mobilise et en même temps je pense que les jeunes ils sont aussi malins. Ils ont compris l'acte de la famille Traoré ou de la famille Athéo ou d'autres familles qui non seulement appellent au calme mais trouvent des actions derrière. Ils appellent à se mobiliser, ils utilisent les médias comme outil. Donc en fait, ils disent pas aux jeunes ouais mais calmez-vous, il se passera rien, de toute façon on va arrêter là. Non, ils disent calmez-vous, on est en train de faire des actions et ça marche. Et c'est là où je pense que le calme il arrive à se mettre en place plus facilement parce qu'on leur trouve une solution derrière en disant écoutez on se mobilisera ce jour-là, on va être dans tel journaux, on va en parler à tel moment et à chaque fois que l'État ou le gouvernement ou la police ou la justice essaye de mettre des barrières à la famille Traoré, je trouve que ça les renforce et ça renforce encore plus les quartiers. Voilà, on en parle si vous le voulez évidemment avec vos 01 40 33 9000, bien sûr pour nous joindre par mail lgf@franceparev2.fr, mobile répondeur 06 18 21 56 41. On va passer au zapping. Un zapping bien chargé, messieurs, qui commence bien sûr avec Marine Le Pen, qui a été invitée hier plusieurs reprises d'ailleurs dans les médias, mais notamment ce matin sur France Info Politique au micro de Apathy. Et alors, elle a dénoncé quelque chose d'assez surprenant puisque Emmanuel Macron était l'invité du journal de JT par Anne-Claire Coudray. Et visiblement, donc Marine Le Pen a eu des choses à redire sur cette interview. Franchement, ça va loin, écoutez. Le quatrième temps de parole, alors que le mouvement que je préside a été premier dans les 3 dernières élections, que je suis régulièrement donné en tête dans les sondages. Donc voilà, oui, il y a manifestement une volonté, encore une fois. Ça vous réussit pas mal, de pas être invité. Ce qui me réussit pas mal, c'est l'outrance des attaques dont je fais l'objet, Monsieur Apathy, de la part des médias, et l'évidente deux poids, deux mesures qui existe, parce que les Français ne sont pas dupes, vous savez, hein. Ils ont une bonne capacité de jugement et il voit bien lorsque Monsieur Macron est interrogé sur TF1 avec une Anne-Laure Coudray qui le mange des yeux en lui disant mais monsieur qu'est-ce que vous êtes bon en économie puisque vous avez... Ah bah oui, non, mais c'était un truc absolument sexiste. Non mais c'était hallucinant, je veux dire. Vous qui êtes très bon en économie puisque vous avez été ministre de l'économie. Non mais quand on entend quelque chose comme ça, c'est pas exact, c'est pas comme ça. Alors il a été ministre de l'économie. Ça pourrait peut-être servir à un certain nombre de personnes à lui demander mais quels sont vos résultats en économie, parce que les résultats sont pitoyables en économie. Anne-Claire Coudray, donc la journaliste de TF1, mange des yeux Emmanuel Macron hier soir. Bon, elle s'en est pris aussi à Delphine Arnault. Elle a accusé la patronne de France Télévisions de faire campagne pour Macron. Voilà. Aujourd'hui, Marine Le Pen a focalisé ses attaques envers, évidemment, celui qui est au coude à coude avec elle, finalement, Emmanuel Macron. Donc ça paraît logique, non ? Non, c'est clair, c'est carrément logique, mais c'est vrai que c'est intéressant. Après, elle dit pas, c'est comme toujours avec Marine Le Pen, c'est pas si faux ce qu'elle dit quand même. C'est vrai que Macron, quand même, c'est la star des médias, quoi. Ouais. En fait, on a vraiment l'impression que ils sont du même milieu. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que vraiment, c'est le pote qui reçoit à la maison, quoi. Vraiment. Alors, j'exagère un peu, mais ça fait vraiment ça. C'est que vraiment, Macron, il est à l'aise. Et les journalistes le mettent à l'aise. Et je pense qu'à mon avis, c'est vraiment quand on dit c'est vraiment le système qui l'a choisi. Moi, franchement, je le ressens vraiment quand je le vois dans certaines chaînes de télévision, pas toutes, mais surtout celles qui sont tenues à mon avis par des gros industriels, par des amis de Macron, comme Bolloré, Dassault, etc. Je pense que vraiment il est favorisé, vraiment. Donc toi, tu donnes en partie d'accord à Marine Le Pen. Sur ça, ouais. Enfin, de toute façon, c'est pas Marine Le Pen qui l'a inventé. Je veux dire, l'analyse des médias qui favorise les candidats du système. Je veux dire, on l'a tous fait avant. Enfin, je veux dire, Bourdieu l'a fait avant. Enfin, je veux dire, c'est pas nouveau, quoi. Aussi, et c'est ça, Marine Le Pen. Tu partages cet avis ? Ouais, tout à fait. C'est très marrant de dire ça. Là, ils sont en tête tous les deux. Ils vont se faire un coude à coude. Mais c'est vrai que les médias, on le voit très clairement, la publicité qu'ils font à Macron, et ils essayent de le booster.
En fait, je me demande même si les sondages sont véridiques, tellement que c'est la même classe sociale qui en parle, le même groupe de personnes, on dirait. Quelle image il a, Macron, dans les banlieues? Alors moi j'ai deux visions positives dans les banlieues que je vois. C'était un petit peu la droite musulmane j'ai l'impression qu'il y a une droite musulmane qui se tourne vers Macron. Qui opte plus pour Macron, et puis les jeunes des quartiers qui n'y connaissent pas trop grand chose à la politique, mais qui se disent voilà, il parle différemment des autres, il est jeune, etc. Moi je travaille dans la création d'entreprises, et moi je trouve que Macron n'a pas de fond dans son discours. Je trouve qu'il y a presque aucun contenu. Il nous vend du rêve, quoi, comme beaucoup. Exactement, il y a beaucoup de blabla, et puis il attend d'être en place pour pouvoir mettre des choses qu'on n'a même pas au courant. On n'est même pas au courant. Je pense que c'est la forme qui leur plaît plus que le fond. Est-ce par exemple, Jean-Luc Mélenchon, qui sort un peu du style dans son verbal, dans sa manière de s'exprimer, il obtient un certain respect en banlieue ou pas? Aussi. En fait, il y a un trio de têtes que je pense dans les quartiers. Ouais. Intéressant de le connaître. Tiens, c'est qui? Plutôt Hamon, Macron et Mélenchon. Dans l'ordre ou non, peut-être pas. Non. Peut-être ça serait plutôt Macron, Hamon, Mélenchon. Ah, quand même. En fait, Macron, ça serait en premier, alors. abstention Macron. Ah oui, au-delà de l'abstention, je parle des votants. Non mais c'est intéressant parce que Hamon, par exemple, il a une bonne image. Hamon, c'est sûr. Et en fait, il y a des hauts et des bas en vérité. À chaque sortie, il prend des points, il en perd, etc. Je pense que dans les quartiers, on attend le moment où il va vraiment se désolidariser du gouvernement précédent, parce que là, pour l'instant, il le fait pas. Au contraire, il met en avant le gouvernement d'Hollande. Il devrait vraiment se désolidariser. Il gagnerait des points partout. Est-ce qu'on sent que cette fois-ci, cette année-là, pour cette élection-là, Hossein, Youssef, vous qui êtes un peu des habitants des quartiers, est-ce que là on sent une mobilisation auprès de la jeunesse? Est-ce qu'elle est prête à s'engager? Est-ce qu'elle est prête à partir voter et finalement se faire entendre ou pas? Non, mais c'est pire qu'avant. Ah oui. Mais cette élection-là, ça sera pire que 2012. En moins 2012, il y avait 5 ans de mandat de Sarkozy, et vraiment il y avait la haine dans les quartiers contre Sarkozy. Il y avait vraiment une volonté pour ceux qui votent dans les quartiers d'aller vraiment sanctionner Sarkozy, tu vois, lapsus Hollande. Et du coup, les 5 ans d'Hollande, ça a tué tout le reste. C'est-à-dire qu'ils se sont dit vraiment, ça a encore pris une douille. Clairement, à nouveau, on s'est encore fait rouler dans la farine avec tout ce que j'avais dit précédemment, l'interdiction des manifs pour Gaza, le sionisme affiché, l'islamophobie de Valls, etc. Donc là, vraiment, la situation elle est catastrophique. Personne ne va aller voter maintenant. Record d'abstention. Mais bien sûr. Et quelque part, ils ont raison. C'est-à-dire que c'est bon maintenant. C'est déception sur déception. Et surtout, quand la gauche arrive au pouvoir, faut toujours se dire que c'est toujours pire après, puisque la pseudo-gauche tue l'espoir. Donc c'est souvent pire ce qui vient après, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, c'est peut-être vous, de votre côté, vous n'êtes pas résigné et vous continuez à inciter peut-être les jeunes à se déplacer. Ouais, c'est clair. Ouais, toujours. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Moi, je comprends ceux qui s'abstiennent par raison et qui ont une raison et des arguments, c'est très bien. Ouais, mais moi, ce que je dirais, un petit message aussi, c'est que l'islamophobie politique, ça fonctionne pas du tout. On l'a vu aux primaires. Ça, aucun média n'en a discuté, ne l'a mis en avant, mais qui on a éliminé les plus islamophobes d'entre eux, en tout cas médiatiquement, ceux qui le sont ouvertement. C'est la preuve que ça plaît plus. Et s'il y a un message à donner aux communautés et aux jeunes, c'est qu'il faut pas se refermer sur eux-mêmes en se disant que les autres sont forcément islamophobes ou racistes. Ça n'est pas vrai ce qu'on voit dans les médias. Il faut rester ouvert sur les autres, et puis chacun est comme il est, et puis voilà, faut avancer. C'est une belle transition quelque part, puisque à chaque jour sa nouvelle affaire concernant François Fillon. La dernière en date, c'est les prix des costards, costumes offerts par un ami. Il a réagi ce matin au micro d'Europe 1. Il est agacé. Monsieur François Fillon, le pauvre. 48 500 euros de vêtements vous auraient été offerts depuis 2012. Exact, naturellement. Dernier achat de 13 000 euros par chèque signé le 20 février, offert par un ami qui témoigne et qui dit « J'ai payé à la demande de François Fillon et sans d'ailleurs en avoir le moindre remerciement depuis ». Ça, c'est faux ? Oui, c'est tout à fait faux. Mais est-ce qu'on peut clarifier qui est cet ami pour éteindre la polémique ? D'abord, je vais pas vous répondre sur ces sujets, c'est ma vie privée. Enfin, ça ne regarde personne. J'ai parfaitement le droit de me faire offrir un costume par un ami, c'est pas interdit. C'est absolument pas interdit. La seule question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a un risque de conflit d'intérêts ? Est-ce qu'il y a un lien avec votre mandat de député ? Bien sûr, toujours des risques de conflit d'intérêts partout. Chacun me connaît pour savoir que je suis extrêmement indépendant, que je défends mes convictions, je les défends depuis le début, je les ai toujours défendues, je vais continuer à les défendre, et tout ça n'a rien à voir. Donc ça n'a rien à voir avec la politique. Bien sûr que ça n'a rien à voir. Il n'y a pas à le déclarer au déontologue de l'Assemblée, comme s'en inquiètent certains à gauche notamment. Naturellement, le règlement de l'Assemblée concerne les cadeaux qui sont offerts à des députés dans l'exercice de leur mandat et de leur fonction. Quand il y a un lien avec le mandat. On a encore le droit de recevoir des cadeaux dans cette société.
On a encore le droit de recevoir des cadeaux, dit-il. Il est vraiment Fillon. Alors, il a raison ou pas? Bah, non, mais. Est-ce qu'il y a conflit d'intérêt? Est-ce qu'il faut qu'il révèle son ami qui lui a offert ses fameux costards, 13 000 € pièce? Le problème toujours de ces politiques et de leurs cadeaux et de leurs amis, c'est qu'est-ce qu'ils donnent en échange, lui? Bah oui, c'est ça. C'est ça le problème. On se pose qui est cet ami et quel est l'échange que lui, enfin, qu'est-ce qu'il lui donne en échange? Quel est le service qu'il lui rend? Ça t'arrive pas aussi qu'on t'offre un costume à 13 000 €, toi? Comme ça, gratuitement, sans rien, non, c'est pas possible. Voilà. Pour acheter un quartier. Juste comme ça, ouais. Ouais, pour acheter un quartier, pour acheter le Cannes dans un quartier. Pour clientéliser, non. Non. Bon. Non, on refuse. Mais au-delà de cette affaire, mais jusqu'où ça va aller, finalement? Mais après, moi, je me demande, là, ça fait vraiment, je me demande si, quelque part, ça renforce pas Fillon. En tout cas, dans son électorat. Son électorat de droite. Pour l'instant, non. Il est à combien là dans les 20%. Bah justement il a remonté. Il était à 18. Oui, mais il était quand même descendu par rapport au moment où il était au Zénith quand même, tu vois, il était Oui, Macron est passé largement devant. Oui, Macron est passé devant. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas dans son électorat, du coup, par rapport à son électorat de droite, son noyau dur, je pense que ça le renforce à fond par contre. Ils lâcheront pas parce que pour eux, ils voient ça comme un complot. Ouais. Un assassinat politique, comme il a mal rappelé, complot, etc. C'est presque les mêmes propos que Le Pen, non? Ouais, c'est ça, non, mais c'est clair, ça. Il reprend toute la terminologie. Je vais te dire, tu fais bien de le dire, parce que c'est vrai que par rapport à certains propos, Le Pen, elle est un peu plus douce, quoi. Oui, clairement. D'ailleurs, vous avez vu le bazar au sein du Front National, il y a Collard et quelques-uns qui demandent le renvoi de Philippot. Ah. Ouais, ça s'est fâché, là, ça y est. Il y a 400 élus aussi qui ont quitté le FN. Oui, aussi. Ouais. Donc ça se corse quand même là pour les pour Fillon. Tiens, on va prendre juste l'avis d'un auditeur là, juste sur Fillon, là, cette nouvelle affaire des costards. Mais rendez-vous compte, hein, je ne sais pas jusqu'où on va aller. Allô, bonsoir. Allô, salam alaikum, Christophe. Bonsoir, Méziane. On t'a offert un costard. On t'a offert un costard à 13 000 €, toi? Non, c'est moi qui lui ai payé le costard. On va lui tailler un costume à Fillon là. Oui, une belle veste. Ah oui, une belle veste, ouais. Non, mais avec le costard. Mais c'est incroyable quand même. C'est des mecs qui sont tellement pauvres qu'ils sont obligés de se faire offrir des costumes. C'est grave, hein. C'est impressionnant. C'est grave. Non, il est dans le besoin. Et Pénélope, elle doit se faire offrir, je sais pas quoi. On va faire un radiotour bientôt. En fin de compte, je crois que, ça y est, les carottes sont cuites pour lui, quoi. Et il peut aller se coucher, quoi. Maintenant, bien entendu, il y a toujours une caste, bien entendu, qui profite de la politique du libéralisme, c'est-à-dire la droite et puis des riches, quoi, en général. Et je crois qu'il y en a un qui me semble bien, c'est François Asselineau, et éventuellement Henri Guénaud. Ce sont des gens qui ont la fibre nationale. Pas nationaliste. Alors, pour un, il est candidat, pour l'autre, non. Henri Guénaud aussi, il est candidat. Hein. Non, il n'est pas candidat, Henri Guénaud. Je te garantis. Il n'a pas eu. Non, mais il n'a pas eu encore tous les machins. C'est pour ça que je te dis, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, il n'est pas candidat. Voilà. François Asselineau l'est, lui. Il me paraît pas mal et il est hors, comment on appelle ça, hors circuit, parce que justement, il doit déranger parce qu'il est de droite, mais d'une droite sociale, comme le gaullisme, quoi. Merci Méziane. Est-ce que vous partagez l'avis de Méziane? Est-ce que Guénaud, Asselineau sont des gens qui... Bon, alors Asselineau, il risque quand même de créer une petite surprise quand même, parce que c'est quelqu'un qui arrive et qui est présent sur les réseaux sociaux notamment, avec son parti, l'UPR, qui se fait remarquer par des propos assez différents, on va dire. Et là, il a l'occasion de pouvoir se faire médiatiser, puisque vous savez que les règles, c'est de donner la parole, même temps de parole pour tous les candidats. Donc là, il l'est. D'ailleurs, il a été invité chez Bourdin. On écoutera un extrait tout à l'heure. Mais Asselineau peut-être séduire une certaine catégorie. C'est possible. Ouais, clairement. Il est très aimé en fait. C'est vrai, t'as raison sur les réseaux sociaux. Ouais. Et souvent, enfin, ce qui plaît, je pense à mon avis, c'est son côté anti-mondialisation, anti-Europe, sortie de l'Europe, plutôt protectionniste, etc., anti-atlantiste. Ouais. Et il est pas trop raciste lui. Ouais. Ce qui fait un peu la différence. Tu te rends compte, on en est arrivé là. Hein. Allez, dans un instant, suite de zapping, la vie tranchée. Notre invité aussi pour parler de ce salon Hajj Expo qui aura lieu la semaine prochaine, le week-end prochain, à l'espace Champéret. On dira aussi un petit mot sur la marche du 19 mars, Youssef, parce qu'il se passe passer les choses le 19 mars à Paris. Ouais. Dans un instant. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 dans cette émission du Grand Forum avec Youssef Brakni et Hossein Ras qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler de son projet Bibliothèse, donc dont il va nous parler plus en long tout à l'heure dans cette émission. Il reste avec nous, cela dit, pour commenter un petit peu cette actualité. Le temps pour nous d'aller du côté du salon Hajj Expo qui va bientôt avoir lieu, donc à l'espace Champéret comme chaque année. Pour en parler, l'organisateur est avec nous, Aziz Adou, bonjour.
Bonjour Christophe. Bonjour et bienvenue sur Bonjour. France Maghreb 2. Comment allez-vous, Aziz? Ça va et vous? Bah écoutez, Ça va. formidablement bien. Alors, on en est à combien d'éditions là de ce salon Hajj Expo? Bonjour à toutes les auditrices, les auditeurs. Tout d'abord, je tiens à remercier Christophe, c'est Tariq, c'est Ahmed, c'est Youssef et toute l'équipe France Maghreb 2. Donc on est à notre 9e édition cette année 2017. Voilà, donc c'est une 9e édition. 9e édition. Alors évidemment, à chaque édition, sa petite part de nouveauté. Que va-t-il se passer cette année, donc les 18 et 19 mars prochains, donc samedi et dimanche prochain, à l'espace Champéret? Très bien, donc cette édition sera un moment d'échange et de partage avec celles et ceux qui croient dans la continuité et de donner le meilleur de soi, dans le but de mettre la qualité de service rendue au plus haut niveau. Ouais. Cette année est caractérisée par la présence en force de la finance islamique et ses conférences. D'accord. Donc durant les deux jours du salon, donc les conférences seront autour des achats immobiliers, des prêts, des assurances tacafoul, et bien sûr d'autres thèmes que vous pouvez consulter sur le site. Bien près du téléphone, Aziz, s'il vous plaît, pour qu'on puisse bien vous entendre. Voilà. Vous m'entendez? Oui, c'est bon là, voilà. Donc autour de la finance islamique, autour aussi en fait, on va expliquer aux gens, c'est pour ceux et celles qui souhaitent préparer leur voyage, un voyage qui est pas comme les autres finalement, c'est un voyage très particulier que de préparer le Hajj ou l'Umrah. C'est l'occasion de venir rencontrer les professionnels qui pourront vous orienter, vous aider à trouver la meilleure formule. Voilà, justement, donc durant ces deux jours de l'événement, le Hajj Expo, il y aura des organisateurs Hajj et Umrah qui proposeront différents forfaits avec un contrat, bien sûr, de voyage clair, une assistance sur place, c'est-à-dire en Arabie Saoudite, un espace santé en partenariat avec le Centre international de vaccination Air France. Il y aura aussi des conférences autour de la spiritualité pendant le pèlerinage. Et donc, il y aura sur place des questions techniques, bien sûr, formalités, avant de partir, qu'est-ce qu'il faut comme document. Bien sûr, les agences de voyage, ils informent. Mais aussi, donc, au sein du salon, on a un espace dédié à ça aussi. Très bien. Alors, on rappelle que l'entrée est gratuite? Voilà, donc l'entrée est gratuite. Il y a aussi Umrah gratuite à gagner. Donc j'invite tout le monde à venir nombreux avec la famille, avec des amis, passer avec nous un moment convivial, Inch'Allah. Voilà, et je donne à nos auditrices et auditeurs numéro de téléphone qui veulent nous appeler pour info. Donc c'est le 01 70 61 58 37. Je répète, 01 70 61 58 37. Sinon sur notre site internet hajexpo.com. Hajexpo.com. Est-ce qu'il y a une petite volée comme il y a eu, je crois, l'année dernière, il me semble, pour y avoir été, une petite volée consacrée au tourisme halal? Bien sûr, donc il y a par exemple la Malaisie qui sera là. Il y a beaucoup d'agents de voyage qui proposeront des voyages nautiques vers des destinations telles que la Malaisie, Jordanie, Pays de Golfe. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup achètent leur Umrah, mais en même temps, ils font un voyage combiné. C'est-à-dire, ils achètent pour une semaine, ils partent faire une Umrah, ils passeront dans un pays à côté, donc ce sera la Malaisie ou un des pays de Golfe, donc ils passeront un voyage de destination. Quoi. Très bien. Voilà, donc, c'est un endroit, des voyages avec du tourisme type. Très bien. Alors on va donner rendez-vous aux auditeurs, bien sûr, donc les 18 et 19 mars prochains, samedi et dimanche prochain à Paris, c'est à l'espace Champéret, très bel endroit. Donc vous pouvez venir. Donc c'est de quelle heure? De 10h du matin? De 10h à 19h. 10h, 19h, il y aura est-ce qu'il y aura des conférences? Plein de conférences, comme j'ai dit,
sur le Hajj, sur le tourisme et sur la finance islamique, on va dire au moins 4 par jour. 4 conférences par jour, d'accord. Et si vous, en fait, les conférences et le programme est sur notre site internet hajexpo.com, vous allez voir, il y a toutes les conférences avec les horaires de conférences. Très bien. Donc 18 et 19 mars prochain à l'espace Champéret en partenariat avec France Maghreb 2. Merci beaucoup Aziz. C'est moi qui vous remercie, Christophe. Et bon salon Hajj Expo pour cette 9e édition. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Voilà. Bon, en tout cas, pour ceux et celles qui souhaitent préparer le voyage de leur vie, c'est le moment d'y aller. Hein. C'est donc ce samedi et dimanche à l'espace Champéret. Est-ce que mon ami Youssef Brakni est prêt pour son avis tranché? Oui. Ah, impeccable, dites donc. Ah, au moins, contrairement à Yasser, t'es prêt au top. Avec Yasser, il y a toujours un moment de préparation, tout ça. Bon, on parle parce qu'il est pas là, évidemment. Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. L'avis tranché de Youssef Brakni en ce lundi 13 mars. Aujourd'hui, Christophe, je voudrais aborder un fléau qui touche notre société, celui du communautarisme. En effet, le communautarisme gangrène notre République. Il est un poison qui met à mal notre cohésion sociale, notre vivre ensemble. Ce communautarisme que je dénonce, il est surtout présent à la périphérie de Paris et des grandes villes comme Lille par exemple. Il est présent dans ces villes limitrophes, celles qui longent le périphérique. C'est là que sa manifestation est la plus visible. C'est dans ces villes que le communautarisme s'exprime de la façon la plus décomplexée et sans se cacher. Et ces villes deviennent ce qu'on est bien obligé d'appeler des territoires perdus pour la République. Vous aurez tous reconnu le communautarisme auquel je fais référence. Celui qui n'est jamais évoqué. C'est celui de ceux qu'on appelle très affectueusement les bobos. Bobo veut dire bourgeois bohème. Un peu comme s'il s'agissait de hippies qui font du camping dans des banlieues. En réalité, il n'en est rien. Il s'agit de classes moyennes supérieures blanches, souvent venues de Paris, qui ont massivement débarqué dans nos banlieues à la recherche de vieilles bâtisses et d'anciens ateliers ouvriers pour les transformer en loft. Ils ne vivent qu'entre eux, dans leur quartier pavillonnaire. Le mélange multiculturel, comme ils disent, ce n'est que dans la rue principale piétonne de la ville ou sur la place du marché aux terrasses de café. Pour eux, c'est le côté vivant de ces villes. Ça grouille, il y a plein de couleurs. Ça sent le mafé, le couscous, les épices. C'est les 5 continents réunis dans un seul endroit. Alors que si l'on s'aventure dans les rues où ils vivent, tout est fermé. Tout se joue dans les arrière-cours. Parfois, ils organisent même des barbecues en fermant carrément les rues. Un communautarisme totalement assumé. Ils vont aussi reprendre de vieilles traditions ouvrières, comme les jardins partagés, pour en avoir l'exclusivité, pour s'enfermer entre eux autour de 2 tomates cerises bio. Ils vont avoir leur propre magasin, avec des prix exorbitants, comme le jus de grenade ultra bio violet à 16 € la bouteille. Quant à 500 mètres de là, on peut trouver un quartier populaire où le revenu est de 750 € par mois. Au fond, direz-vous, quel est le problème? Ils sont riches et c'est tant mieux pour eux. Ils ont le droit de s'installer avec leur famille où ils veulent. C'est vrai, tout cela ne pose pas de problème en soi, sauf que leur installation, dans des villes populaires anciennement ouvrières, s'accompagne d'une gentrification féroce. Ils créent une pression sur les loyers, une pression fiscale, qui pousse les classes populaires toujours plus loin. Ça, me direz-vous à nouveau, ce n'est pas de leur faute. Mais à cette gentrification se rajoute une guerre sans merci contre les habitants des quartiers populaires. Ce sont eux que l'on va accuser de communautarisme, qu'ils ne se mélangent pas, que leur tenue pose problème, surtout la tenue des femmes, qu'ils sont violents, qu'il y a du trafic de drogue. Bref, tout ce qui sert habituellement à stigmatiser les habitants des quartiers populaires, sauf que ce n'est pas TF1 qui le dit, mais le voisin qui habite dans un loft de 200 mètres carrés et qui le dit sur son blog écolo de gauche. J'ai déjà assisté à des réunions publiques où j'ai vu des bobos s'inquiéter de la fermeture d'une boucherie en insistant sur le fait que doit être maintenue une boucherie traditionnelle. Mais une boucherie halal est-elle traditionnelle? Sinon pourquoi le préciser? J'ai déjà assisté à des réunions publiques où des habitants des quartiers se plaignaient de leurs conditions de vie indignes et entendent juste après un bobo enchaîner sans transition que c'est un scandale qu'il n'y ait pas de parking à vélo. J'ai déjà assisté à des mobilisations de bobos pour récupérer un local municipal tenu par une association de quartier qui proposait des activités aux enfants habitant les quartiers populaires. Les accusés d'intégrisme et de communautarisme pour parvenir à les expulser et récupérer ce local pour eux. Il est impératif pour nous de parvenir à nous organiser.
Car c'est dans ce domaine qu'ils prennent l'ascendant. Ils ne sont pas très nombreux, mais compensent cette infériorité numérique par leur organisation et leur réseau. À nous de défendre nos intérêts, notre communauté d'opprimés, car leur force est d'avoir conscience d'avoir des intérêts communs. Ils ont conscience de leur classe et de leur race sociale. Ils font preuve d'une solidarité sans faille. Si nous ne voulons pas nous retrouver, nous et nos familles, dans des banlieues toujours lointaines, il faut exister. Et comme le disait le sociologue Abdelmalek Sayad, exister, c'est exister politiquement. Bravo Youssef, merci beaucoup avec cette petite phrase d'ailleurs qui est à chaque fois, en tout cas dans cette phrase d'Abdelmalek Sayad, utilisée lorsqu'on lance des campagnes de mobilisation pour inciter les gens à s'inscrire sur les listes électorales. On reprend toujours cette phrase parce qu'elle est extrêmement parlante. Ossine, la petite réaction de la vie tranchée de notre ami Youssef. Ah mais c'est pas faux, c'est super pertinent. Moi-même il m'a replongé dans tout ça quand il parle des sujets traités dans les conseils de quartier par des personnes de cette classe-là. Voilà, hein, c'est vrai. Faut qu'on combatte nous aussi, faut qu'on fasse attention. En tout cas, faut qu'on contrôle nos quartiers. C'est-à-dire que oui, il est ouvert à tout le monde peut venir habiter. Moi aussi, je rêve d'une mixité, une réelle mixité sociale et culturelle dans nos quartiers, une vraie de vraie, mais citoyenne et pas dans la critique de l'un de l'autre. Et pour cela, il faut qu'on contrôle nos quartiers parce que c'est nous qui avons une histoire là-dedans. C'est pas les nouveaux arrivés. Voilà, en tout cas, je pense que le message est passé, bien sûr, Youssef. Vous n'hésitez pas à réagir, bien sûr, tout à l'heure, notamment dans le moment Libertad. Vous pourrez nous appeler au 01 40 33 9000 en nous laissant aussi votre message sur le mobile répondeur 06 18 21 56 41 ou par mail aussi lgf@francemaghreb2.fr. C'est bon, c'est bien filmé, nickel. Ouais. Voilà, vous pouvez retrouver ça sur le Facebook de notre ami Youssef Brakni. C'est ça, hein? Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Très bien. Alors, on va continuer notre zapping qu'on n'a pas tout à fait fini avec pas mal de sujets à évoquer ensemble. Vendredi, une caricature d'Emmanuel Macron a été jugée antisémite. Elle avait été publiée sur le compte Twitter du Parti des Républicains. Le secrétaire général Bernard Accoyer a annoncé hier avoir convoqué le directeur de la communication du parti pour un entretien disciplinaire à la suite de la diffusion d'une caricature donc d'Emmanuel Macron jugée inacceptable pour le candidat à la présidentielle François Fillon, qualifiant le dessin d'antisémite dans les colonnes de la Croix. Emmanuel Macron a précisé son avis hier soir dans le journal de TF1. Quand on commence à faire siffler la justice, les médias, les autres candidats dans ces meetings, à ranimer ce qu'il y a de plus agressif ou excessif dans la foule ou chez ses propres supporters, on s'expose à ce genre de dérive. Cette caricature, ce qui s'est passé, vient d'un site officiel et d'une personne qui est impliquée dans cette campagne. Des caricatures, des polémiques, il y en a eu d'ailleurs d'autres ces derniers jours, des affaires, tout cela, je pense que nos concitoyens en ont assez. Est-ce que vous pensez, comme Emmanuel Macron, que les citoyens ont assez de toutes ces affaires, de toutes ces polémiques qui viennent entacher finalement la campagne? On parle de tout sauf des programmes des candidats. C'est marrant, ils disent qu'on en a assez juste quand ça les touche eux, ça les concerne. Bon, chacun des personnes qui sont là en lice pour les présidentielles va dire oui, il y en a assez, mais ils sont en train de se protéger les uns les autres. Moi, je suis pour que personne d'entre eux qui a une comparution là ne se présente comme Fillon et Marine Le Pen. Et si on cherche bien, peut-être que les autres aussi. Donc non, il y en aura pas assez tant que des personnes qui doivent être jugées ne sont pas jugées parce que si, parce que ça. Nous, on n'a pas la chance d'avoir des excuses pour ne pas se présenter à un tribunal ou pas. Donc, faut les traiter ces sujets-là. Mais c'est vrai que c'est pas le sujet des présidentielles. Soit on leur dit qu'ils se présentent pas et on arrête de débattre. Soit s'ils se présentent, le débat il doit être encore plus fort et il doit être pris par les citoyens et dans la rue en plus. C'est pas normal. Youssef? Non mais c'est clair que c'est trop facile. Évidemment, encore une fois, ils se protègent entre eux, quoi. C'est normal, ils viennent à risque les uns des autres, parce que lui-même il a quelques petites affaires aussi, hein. Bah oui. Il y a quelques petits trucs qui sont sortis, notamment quelques petits milliers d'euros qui n'ont pas été déclarés, par exemple. Ouais, par exemple. Pas des petits milliers, on parle d'un peu, oui, de quelques millions. 200 000 euros. 200 000? Ouais, 200 000 euros, j'ai lu, enfin, peut-être plus, de toute façon, mais bon. Oui, on super, finalement. Ouais. Entre 100 000 et 1 million d'euros, on fait plus la différence, maintenant. C'est incroyable, hein. Ouais, tiens, un petit mail de Nadia qui nous dit quoi? Guénaud est bien, candidat à l'élection présidentielle et ce depuis fin 2016 je crois. Autre info concerne l'Olympia de Kerry James à l'Olympia demain et après-demain. Effectivement, il faut y aller absolument pour voir Kerry James. C'est demain et après-demain à l'Olympia. Pour ce qui est d'Henri Guénaud, il est candidat, certes,
comme Ramayad, comme beaucoup d'autres, mais il n'a pas obtenu ses parrainages. Voilà, pour l'instant en tout cas. Et d'ailleurs, la date butoir pour les parrainages, c'est ce vendredi 17 mars. Donc pour l'instant, on risque d'en avoir 8 candidats. Mais je crois que Mélenchon les a toujours pas. Hein. Mélenchon, si, il les a. Il l'a annoncé samedi qu'il avait obtenu ses 500 parrainages. Donc on saura officiellement mercredi, puisqu'il y a deux publications donc par semaine. Et puis la nouveauté, c'est qu'on a les noms. Oui. Des maires, maintenant c'est plus anonyme et c'est Hollande qui l'a changé. Alors, ce qui est marrant, je crois que dans les parrainages de Mélenchon, donc il y a beaucoup de communistes forcément, radicaux de gauche, il y a des socialistes, et il y a aussi j'ai vu un ou deux maires LR qui aurait donné son parrainage à Jean-Luc Mélenchon. C'est pas étonnant ça, on le sait que c'est des pratiques pour pouvoir un peu saboter le PS par exemple. Oui, par exemple, ouais, effectivement. Donc voilà, ça c'était pour Nadia. Pour la suite de notre zapping. Alors, la belle image du week-end, messieurs. On n'en parle pas dans les grands médias, et ça s'est passé à Jérusalem, vendredi, quand des manifestantes israéliennes et palestiniennes manifestent ensemble pour briser le mur. Elles veulent briser le mur entre leurs deux populations et construire un pont à la place. Ces Palestiniennes et ces Israéliennes ont pour point commun d'avoir perdu un proche dans un conflit dont personne ne voit l'issue. Elles se sont regroupées dans une ONG et elles ont manifesté vendredi à Jérusalem et dans ses environs, puis elles ont symboliquement cassé un mur. Il y a beaucoup de haine et de susceptibilité entre les Israéliens et les Arabes, entre les musulmans et les Juifs, dit cette femme palestinienne dont le père a été tué en 2004 par un colon israélien. C'est l'histoire qui veut cela, mais nous pouvons aussi changer cela, car nous partageons la même douleur et je ne souhaite à aucune Israélienne d'éprouver la tristesse d'avoir perdu son père, comme moi je souffre d'avoir perdu le mien. Nos larmes n'ont qu'une couleur, pouvait-on lire sur les banderoles. Les membres de cette ONG militent pour la mise en place d'un processus de réconciliation. Belle image, messieurs, non ? Alors moi, ouais, c'est toujours une belle image, c'est toujours beau à voir, mais bon, j'ai du mal avec ce genre de manifestations, etc. Comme quoi, on partage tous la même douleur. En fait, c'est parce qu'en fait, on se connaît pas, etc. Alors que pour moi, voilà, enfin, c'est pas pour moi, c'est l'histoire. C'est qu'en fait, c'est un cas colonial en réalité. Oui. Et que c'est pas un problème de se connaître, de pas se connaître, c'est un problème de colonisation. C'est-à-dire qu'on a. Mais t'as beaucoup d'Israéliens qui dénoncent l'attitude. Y a pas de problème. Bien sûr, voilà. Oui, c'est pour ça qu'elles manifestent ensemble. Oui, non, ça c'est une chose, mais sauf que c'est pas un problème encore une fois, de construire des ponts ou de je ne sais quoi. En fait, c'est qu'il faut combattre un seul État colonial. En fait, il y a pas, par exemple, aller voir les Palestiniens, leur dire, bah voilà, venez dialoguer avec des Israéliens, par exemple. Pour moi, c'est pas un problème de dialogue. Les Palestiniens n'ont dialogué avec personne. Les Palestiniens, on doit leur rendre la justice, c'est tout. Et en fait, il y a un État colonial qui a colonisé une terre et qui continue de le faire et qui doit rendre cette terre à ceux à qui elle appartient. En fait, c'est tout. Voilà, pour moi, c'est clair. Et voilà, j'ai un peu de mal avec ce truc. Voilà, un peu bisounours, un peu sur le modèle sud-africain de réconciliation, etc. Alors que voilà, c'est politique en réalité, c'est pas un problème de sentiment. Évidemment, mais d'accord, ça on est d'accord que c'est un problème politique, mais quand il y a une image de ce genre, une image assez belle finalement, où les deux frères ennemis en quelque sorte se parlent, où on partage la même cause, la même souffrance. Écoute, voilà, en tout cas, je le vois comme une image positive. On peut ne pas partager aussi, par exemple, tiens. Moi, ça reste beau, bien sûr, sur l'opinion publique, etc. Ça peut faire du boulot pour la Palestine. Vaut mieux voir ça que des gens qui s'insultent ou qui se tuent ou qui. Oui, mais sauf qu'en fait, ils sont pas à égalité. En fait, c'est ça que je veux dire. Non, mais d'accord, mais on parle pas d'égalité là. On parle de deux femmes en l'occurrence qui ont témoigné, qui ont dit, moi j'ai perdu mon père, et l'Israélienne qui a perdu un membre de sa famille, et qui disent finalement, on en ressent quelque part la même douleur, parce que voilà, moi j'ai perdu mon père, toi t'as perdu un proche, et on a envie que tout ça s'arrête, et on a envie de manifester ensemble, c'est tout. Oui, mais voilà, donc en fait on manifeste ensemble, mais donc dans ce cas-là, ils devraient manifester ensemble contre l'État colonial israélien, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, si on ramène juste ça à des douleurs, bah d'accord, en fait c'est des douleurs, on va se parler, on va s'asseoir. Et briser ce mur. Et briser ce mur, mais ce mur, encore une fois, c'est pas le fait des Palestiniens, c'est pas le fait. Ça, on est d'accord. Et en fait, c'est le fait d'un pouvoir colonial, en fait, raciste, qui pratique un apartheid féroce contre les Arabes sur cette terre, et les musulmans et les chrétiens aussi palestiniens. Et donc en fait, voilà, moi je suis pour la politique, quoi, tu vois. C'est-à-dire que à un moment donné, c'est voilà, parce qu'il y a beaucoup, c'est la mode de dialogue, de machin. Et voilà, moi je pense qu'à un moment donné, quand voilà, t'as un régime colonial raciste, bah en fait on le combat, point barre. Tu vois, et que on a beau parler, débattre entre nous, s'aimer, c'est pas la question en fait finalement.
Allez, on continue dans un instant avec le j'aime ou j'aime pas aussi. On va continuer et terminer ce zapping qui est ma foi très riche. Aujourd'hui, c'est normal, c'est lundi, on est passé beaucoup de choses ce week-end. Et puis, bien sûr, notre coup de cœur, il est là, il s'appelle Osinras. Il va nous parler de bibliothèque. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une connerie? Non, t'as dit coup de cœur. Oui, notre coup, c'est le coup de cœur. Il a pas l'habitude. C'est le coup de cœur de Youssef. Il a pas l'habitude justement à tant d'amour. Là, par contre, exactement, voilà, il y a tellement de violence dans les le coup de cœur. quartiers. Voilà. Là, c'est bibliothèque. On va parler d'ailleurs du prochain événement qui approche là, Ossine. Exact, ouais. Bon, on va en très parler bien. de deux. Dans un instant, ne bougez pas, tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2, en ce lundi 13 mars, avec Youssef Brakni qui est avec nous sur France Maghreb 2, bien sûr. Et n'hésitez pas, on en parlait tout à l'heure, bien sûr, pour soutenir, pour suivre un peu l'affaire Traoré. On peut aller sur le Facebook, il y a une page, je crois, par rapport à cela, Youssef. Oui, la page La Vérité pour Adama. D'ailleurs, il y a une conférence de presse en direct de Assa Traoré. Ah, très bien. En direct là maintenant, là? En direct là, ouais, en live sur FB. Ah, très bien. Tiens, regarde ce qu'on va faire, regarde. Tiens, branche ça sur ton téléphone. On va essayer de voir un peu ce qui se passe. Ouais. Hein? Regarde. Voilà, c'est pas magique la radio, c'est que du direct. Assa Traoré, donc, qui est en conférence de presse en ce moment, pour expliquer un petit peu, justement, suite à ces nouveaux éléments qui arrivent dans l'affaire Traoré. Et notamment, donc, c'est l'interpellation, plutôt la mise en garde à vue de deux autres de ses frères. Voilà. Ça est branché, là? Attends. Hop, voilà, Assa Traoré qui fait une conférence de presse en ce moment même, donc pour expliquer un petit peu les derniers éléments de ces affaires, parce qu'il y en a plusieurs malheureusement dans cette famille qui connaît un acharnement important depuis la mort de Adama Traoré, interpellé par la gendarmerie de Persan-Beaumont. C'était en juillet dernier. Voilà. Bon, y a rien là. Qu'est-ce qui se passe? Attends, j'essaie de la. Bon. C'est un nouveau tactile là. Ouais, très bien. Alors, on essaie de voir. Tiens, je vais prendre un appel en attendant. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour Christophe, c'est Ali. Oui, Ali, bonjour. Bonjour, si je peux intervenir. Ouais, vas-y, qu'est-ce qui se passe, Ali? Oui, j'ai allumé la radio tout à l'heure, là, vous parliez de la Palestine, Israël. Oui. Et donc, je voulais intervenir sur ce sujet. Et avant cela, je voulais souhaiter la bienvenue à monsieur Asselineau, candidat à la présidence, qui va relever le débat. Et donc, je parle maintenant d'Israël-Palestine. J'avais dit l'autre fois que Ben Gourion avait autoproclamé l'indépendance d'Israël, alors que c'est d'Israël en Palestine, alors que la Palestine était sous occupation anglaise. Cette autoproclamation de l'État d'Israël ne repose sur rien juridiquement. Rien du tout sur le droit international. C'est une autoproclamation. Maintenant, je voulais aller au droit sur le problème principal. Les premiers arrivants en Palestine occupée, c'est-à-dire des migrants européens, États-Unis, etc., ils sont venus dans le but de coloniser. Ceci étant, il y a eu des générations depuis. Et ces générations, ces jeunes, ces enfants, ils sont nés en Palestine. Donc maintenant, on peut pas dire qu'ils sont nés en Palestine, mais pas dans l'esprit colonisateur. Ils sont nés là-bas. Maintenant, il faut prendre en compte cet état de fait, essayer de trouver une résolution englobant cet état de fait que ces enfants israéliens sont nés là-bas, ils font partie de la Palestine par le droit du sol, et il faut prendre en compte aussi le droit des Palestiniens qui sont sur leur terre. Ouais. Et avec ceci, essayer de trouver une bonne entente et puis une bonne résolution, bonne pour tous. Merci Ali. Alors Youssef, c'est bon, on est en direct là avec Assa Traoré, du côté de... Donc c'est où? Ça se passe où là? C'est à Beaumont. À Beaumont. Alors voilà, bouge un peu le cap, voilà, on est du direct là. Monte bien le son du téléphone. Des représailles de notre combat, des représailles sur ce combat qu'on mène pour la vérité et justice pour Adama. Nous demandons justice et vérité. Il faut savoir que depuis ce matin, mes parents subissent une violence immonde, on va dire ça, une grande violence. La dernière fois que les gendarmes, en tout cas, ont été chez Tata, c'était pour lui annoncer, en tout cas, pour qu'elle apprenne la mort de Adama. Donc le combat va continuer. Ces représailles, je dis bien des représailles et un acharnement qu'on nous fait subir. Nous n'avons pas plus d'éléments, en tout cas, sur leur mise en garde à vue. Et il faut savoir que nous apprenons aussi à travers les journaux que la mémoire de mon frère Adama est salie, qu'aujourd'hui on porte des accusations sur un mort, on porte des accusations sur un frère qu'on défend, on porte des accusations pour notre frère qui est devenu un symbole pour cette France qui subit un mal-être,
pour cette France qui veut subir une injustice. Et ça, ils utilisent encore une fois le nom de Adama pour nous faire subir toute cette injustice-là. Nous reviendrons vers vous pour vous donner plus d'informations, plus d'éléments sur cette garde à vue, sur ces gardes à vue en tout cas qu'on ne comprend pas. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la famille Traoré est devenue une cible centrale de la part de ces autorités, de ces gendarmes, de ces politiques et de la justice. Mais le combat continue. Voilà, donc on la sent vraiment très affectée. Hein. Toi qui la connais un peu, Youssef. Bah oui, c'est sûr, c'est trop. Là, ça devient de plus en plus dur. Hein. Il faut tenir le choc. Hein. Moi, franchement, elle m'impressionne énormément, Assa Traoré. C'est-à-dire que faut savoir que c'était pas une militante. Savoir que là, ça fait pas 1 an que son frère Alajmou il a été tué. Elle a vraiment tout appris toute seule et c'est impressionnant de voir sa combativité. Et là, c'est sûr qu'elle est vraiment affectée. Ça commence à faire beaucoup, surtout quand ça touche les parents. En fait, je pense que ça fait vraiment mal. Et les petits frères. Et donc Assa, voilà, je la connais, elle n'abandonnera pas, elle ne lâchera pas, et toute la famille Traoré ne lâchera pas. Et comme ils l'ont déclaré à plusieurs reprises, ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Et comme l'avait dit l'aîné Lassana Traoré, il avait dit vous pouvez me mettre en prison, je sais que d'autres derrière continueront le combat, d'autres militants continueront le combat, et ils sont prêts à aller jusqu'au bout pour cette vérité. Et moi je pense que là les autorités sont en panique, et bon c'est un classique dans les violences policières, mais je pense que l'affaire Traoré a atteint un tel niveau aujourd'hui, ça choque tellement l'opinion, il y a une telle mobilisation, il fallait voir le concert à la Cigale le 3 février, d'ailleurs Ossine qui était aussi, on était ensemble, et c'était rempli à ras-bord. Et donc là, je pense qu'ils veulent absolument couper l'herbe sous le pied de cette mobilisation. Ils veulent casser cette dynamique qui est vraiment en train de créer quelque chose en fait, de sensibiliser l'opinion sur la question des violences policières. Et donc classique, bah là, Assa vient de le dire là en direct, qu'ils cherchent à salir Adama. D'accord, de manière posthume comme ils le font à chaque fois. Et donc on n'en sait pas plus, ça nous le dira sûrement après. Voilà, donc peut-être qu'ils sont en train d'essayer de dire que voilà, il a dû faire quelque chose, ils ont dû aller chercher peut-être une vieille histoire, on n'en sait pas plus. Elle l'a pas dit elle-même. Alors, on va terminer notre zapping avant de passer au j'aime ou j'aime pas. Des propos à présent qui ne manqueront pas de faire réagir, prononcés sur France 2 dans l'émission Thé au café, invité de Catherine Sellac. Vous connaissez évidemment l'humoriste Fellag, mon cher ami Youssef, tu connais. Ah oui, c'est la Écoute famille. Ce qu'il a dit. De quoi rêve la jeunesse algérienne? De quitter l'Algérie? De quitter l'Algérie, oui. De quitter l'Algérie, de venir vivre dans l'ancien pays colonial. Est-ce que vous pensez que l'indépendance a porté ses fruits en Algérie? Non, non. C'est terrible de dire ça. C'est terrible, oui. On en a rêvé, beaucoup. On l'a aimé, nos parents se sont battus pour ça. Mais non, elle n'a pas porté ses fruits. L'indépendance algérienne n'a pas porté ses fruits selon Fellag, c'est ce qu'il a dit donc sur France 2. Des propos qui lui vaut quelques réactions un peu virulentes depuis ce week-end. Moi perso, qui suis aussi d'origine algérienne, je suis pas d'accord. Moi, Fellag, c'est un humoriste que j'aime beaucoup. Ouais. Je pense que c'est relatif ce qu'il a dit. Peut-être qu'il parle d'une jeunesse qui est en Algérie aujourd'hui. Il parle pas de nous. Il a omis tout ce qu'il y a autour et c'est ça que je critique. C'est en fait, elle a porté ses fruits cette indépendance. Elle fait mes valeurs. Elle fait ce que je suis au jour d'aujourd'hui. Elle fait mon histoire. Elle fait l'histoire de ma famille et de millions d'autres en France. Je suis pas d'accord avec lui sur ce point-là. Elle a apporté beaucoup de richesses à certains et malheureusement la suite des choses a fait que d'autres n'ont pas. Bon, c'est ce qui fait la situation en Algérie aujourd'hui ou pour d'autres personnes. Mais en tout cas, elle a porté ses fruits quand même. Qu'est-ce qu'il aurait pensé aujourd'hui si nous étions toujours colonisés? Est-ce que les Antilles aujourd'hui ont plus de richesses qu'avant? Est-ce que la jeunesse des Antilles dans les quartiers ou à Mayotte, est-ce que la colonisation, comme il dit, est-ce qu'elle porte ses fruits aujourd'hui dans ces pays-là? Donc voilà, moi j'aimerais bien avoir cette réponse aussi pour qu'on mette tout sur le même piédestal. Mais je comprends ce qu'il a voulu dire. Je pense plus qu'il parle de cette jeunesse aujourd'hui qui est en Algérie, qui galère et qui rêve d'un truc, qui se rendent même pas compte qu'en France, malgré que ceux qui sont déjà arrivés leur disent que leur donnent des avis très négatifs, ils continuent à rêver quand même de cet Eldorado. Si c'est de ce point de vue-là, je suis d'accord avec lui. Mais par contre, dire que ça n'a rien apporté, je suis pas d'accord du tout. Youssef, d'accord ou pas d'accord avec Fellag? Alors Fellag, je l'aime trop. Mais après, oui, je vois ce qu'il a voulu dire. En fait, je crois pas qu'il regrette la colonisation, à mon avis. Non, je crois pas que c'est ça. Non, il a pas dit ça. Il a dit que ça n'a pas apporté ses fruits. Ouais, ça n'a pas apporté ses fruits. Après, c'est vrai qu'il y a quand même une génération aujourd'hui qui est au pouvoir. Comme dit aussi, si j'étais resté en Algérie, je serais peut-être un homme mort aujourd'hui. Oui, ça c'est sûr, parce qu'à un moment donné, il a été menacé de mort. Mais après, le truc, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une génération de politiques qui est au pouvoir, et même de militaires, qui sont au pouvoir aujourd'hui en Algérie, qui ont, pour la plupart, rien fait dans la guerre de libération, même s'ils cherchent à s'en donner le titre, et qui, moi je pense quand même, ils ont quand même trahi l'esprit de la révolution.
c'est-à-dire l'esprit de la révolution algérienne, qui était une révolution, de tiers-mondiste, de partage des richesses, d'être le phare du tiers-monde. À l'époque, c'était Amical Cabral, il disait que c'était la Mecque des révolutionnaires. Exactement. Et donc voilà, c'est vrai qu'il y a eu une trahison à ce niveau-là, parce que quand on voit le poids de l'Algérie sur la scène internationale, c'est zéro, quoi. Et c'est dû notamment à la situation qu'on a aujourd'hui d'un président inexistant. Alors que l'Algérie, c'est quand même illustré par le passé de manière incroyable. Il faut savoir que le premier pays qui a milité contre l'apartheid de l'Afrique du Sud, c'est l'Algérie. Ouais. Et c'est Bouteflika, le jeune Bouteflika à l'Assemblée nationale à l'ONU, qui a demandé son exclusion bien avant les Occidentaux, les États-Unis et l'Europe qui ont soutenu ce régime jusqu'au bout. Ça, c'est un exemple, mais parmi tant d'autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, il y a quand même cette trahison-là. On voit aussi le sort qui a été fait aux migrants subsahariens en Algérie, qui est clairement une trahison de l'esprit de la révolution algérienne, puisque la révolution algérienne, c'est une révolution africaine. Exactement. Et que sans la profondeur stratégique de l'Afrique et aussi à droite du monde arabe, il n'y aurait pas eu de libération en Algérie. Et à ce niveau-là, comme il y a, si je pense, après pour finir sur cette jeunesse algérienne, c'est vrai que quand on va au bled aussi, on voit les jeunes, c'est clair qu'ils ont tous le visage tourné vers la mer. Et c'est pas qu'une image, hein. C'est-à-dire que tu les vois toute la journée tourner vers la mer, avec la cigarette, le petit verre de thé, tu vois, à dire que c'est la galère, le dégoûtage, c'est la galère. Dégoûtage. Ouais, comme ils disent si bien. C'est le mot préféré. Ah ouais, mais c'est exactement ça. Et après, c'est vrai qu'ils se font quand même beaucoup d'illusions. Sur ce pays, enfin sur la France en tout cas. C'est vrai que c'est un pays difficile. Il y a encore jusqu'à aujourd'hui, même qu'on peut être de la 5e génération, on n'arrive pas à trouver une place dans ce pays. On peut être surdiplômé, on n'arrive pas à trop pas de taf, donc je reviens pas sur toutes ces problématiques. Mais voilà, cette jeunesse-là est désabusée et forcément les politiques, faut qu'ils prennent leurs responsabilités dans cette affaire-là, parce que si la jeunesse n'a plus d'espoir dans ce pays, c'est qu'il y a eu un problème au niveau politique. C'est pas de leur faute à eux. Tu vois. Alors pour finir justement, on reste en Algérie. Alors c'est des propos très étonnants. Vous connaissez peut-être. Ah non, c'est pas ça du tout, parce que c'est après. On va reparler sur. Non, mais voilà. L'invité dans la matinale ce matin chez Bourdin, François Asselineau, celui qui a obtenu ses 500 parrainages vendredi dernier, propose à Jean-Jacques Bourdin quelques questions à poser au candidat. Il est en quelque sorte venu l'aider pour lui dire tiens, ce serait bien que tu poses ce type de questions. Je rappelle ce que disait Charles de Gaulle en parlant de l'élection présidentielle. Il disait: le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France. C'est d'ailleurs l'article 5 de notre Constitution qui prévoit que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale. Alors moi, au cours de cette campagne, je vais demander aux autres candidats, d'ailleurs vous devriez peut-être leur demander comment ils vont mettre en œuvre l'article 5 de notre Constitution, comment est-ce que la France peut avoir son indépendance nationale, c'est-à-dire sa démocratie, si nous restons dans le cadre de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, qui verrouille absolument tous nos choix politiques, économiques, sociaux, diplomatiques et militaires. Question de François Asselineau, qui d'ailleurs, je vous l'indique, sera notre invité très bientôt, prochainement dans cette émission du Grand Forum. Oui. En fait, Asselineau, il est très aimé dans la communauté arabo-maghrébine, comme on dit, quoi. Ouais. J'ai l'impression, hein. Ouais, parce que moi, je vois beaucoup de bons retours même à la radio ici. À chaque fois que quelqu'un appelle, il parle d'Asselineau. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai que ce qu'il dit là, sur l'article 5, en fait, c'est ce qui fait son succès, en fait. C'est vraiment ça, c'est l'indépendance nationale, c'est la nostalgie de Gaulle, ce côté, à l'époque où la France disait non aux États-Unis, non à l'URSS, ce qu'incarnait de Gaulle là, vous savez, cette troisième France quoi, cette diplomatie qui se faisait respecter à l'époque, et surtout qui a été aimée dans le monde arabe. Voilà, en plus, oui. Alors pour finir, c'est ça que je voulais vous parler, c'est donc quand Ouyahia invite en Algérie depuis Tamanrasset les Algériens à être salafistes dans le nationalisme. Eh bien, ça ne s'invente pas. On parle de présumées tribus dans plusieurs régions. Moi, je dis que nous avons une seule tribu. Elle s'appelle l'Algérie. Si quelqu'un tente de déstabiliser la sécurité du pays ou inviter le terrorisme sur notre sol, je l'invite à être au niveau de nos pères et aïeux. Nous aimons le salafisme, nous l'aimons bien, et il existe dans notre religion. Alors, soyons des salafistes dans notre citoyenneté. Il faut que nous soyons vigilants pour préserver la paix dans notre pays. Vous laissez des organisations et associations non gouvernementales vous donner des leçons. Nous les voyons faire des allers-retours d'ailleurs et qui font semblant de nous inculquer des leçons. Mais en réalité, ils viennent pour salir notre image et dire que nous n'aimons pas nos pays voisins. Et vous le savez mieux que moi, avant toute chose, l'Algérie appartient aux Algériens. Voilà, Yahya, c'est pas mal quand même, non? C'est
c'est être salafisme jusque dans le nationalisme. Oui, en fait, Enfin, c'est être aussi salafiste que d'être nationaliste, quoi. Ouais, mais en fait, je crois qu'il a pris au sens les pieux prédécesseurs, en fait. Ouais. Et en fait, les pieux prédécesseurs, il parle des révolutionnaires qui ont libéré l'Algérie, en réalité. Ouais. Et je pense je sais pas si c'est voulu de sa part ou quoi, mais moi j'ai l'impression que c'est un peu ça, quoi. Il dit soyons comme eux, en fait, en réalité. Ou alors on peut avoir une pratique radicale rigoriste plutôt, je préfère dire, rigoriste de la religion musulmane et aimer son pays et être profondément patriote, nationaliste. Mais après, ce qu'il dit sur le soft power, c'est super intéressant. Par contre, c'est intéressant ce passage, parce que c'est une question qui m'intéresse beaucoup, parce qu'en fait, une des armes qu'a l'Occident aujourd'hui, évidemment, l'Occident maintenant, elle n'envoie plus les armées, à part pour le cas de la Libye où c'est des cas extrêmes. Maintenant, ce qu'elle fait, c'est qu'elle passe par des organisations non gouvernementales. Ça, c'est vrai. La Banque mondiale, le FMI, etc., passent par ces organisations-là pour déstabiliser des États. Ouais. Et ils le font, ça. Notamment sur la question des minorités, par exemple la question kabyle, que je connais bien, la question mozabite de Gardaïa, les chômeurs de Ouargla, etc., etc. Et ça, c'est des déstabilisations, on passe par le tissu associatif, en fait. Et c'est intéressant qu'ils l'évoquent comme ça et qu'ils disent, oui, effectivement, ils font des allers-retours et que, voilà, ils essayent de semer la discorde avec les voisins marocains, tunisiens, etc. C'est intéressant. Hossein? Ah oui, je m'y connais pas trop sur le sujet pour pouvoir donner un avis clair, mais je suis d'accord avec Youssef sur ce point-là. Ouais. Il y a clairement des déstabilisations, même puisqu'on le voit dans notre pays en France, c'est pas en Algérie qu'ils le feront, qu'ils tenteront pas. Je pense que les services secrets, etc., sont au courant de tout ça et qu'ils voient les choses venir. Évidemment. En Libye, j'ai vu un docu il y a pas longtemps où je voyais qu'en Tunisie, en Libye, etc., il y avait des pays extérieurs qui ingéraient de cette manière-là, en envoyant justement, finançant des associations, en levant des troubles syndicaux, des fois, dans nos entreprises, etc. Et de là, ça peut allumer une mèche et c'est vrai que ça peut aller très vite. Ouais. Bah, le PHL, vous savez que c'est un ami. Il aime beaucoup, il rôdait beaucoup autour du Mac à un moment. Hein. Ouais, bah toujours. Hein. Toujours d'ailleurs, voilà. Donc. Et puis ami de Saad Saadi aussi. Du ami de Saad Saadi, oui, exactement. Alors, on va passer maintenant au j'aime ou j'aime pas ou je m'en fous. Réseaux sociaux, tu connais aussi, non? Ouais. Facebook, Twitter, Instagram. Donc réseaux sociaux, on voit son fil d'actualité, on clique sur j'aime ou j'aime pas ou on dit je m'en fous aussi. Exact. Ouais. Alors tiens, selon un nouveau sondage, 70% des Français se prononcent contre le retour de Karim Benzema. 78, non? Ouais, 78% des Français, des personnes interrogées en l'occurrence, se prononcent contre le retour de Karim Benzema. Voilà. Moi aussi, je suis contre son retour. Ah oui? Mais pas pour la même raison que par fierté. Pareil, moi aussi. Par fierté. Pour le NIF, le NIF algérien. Ah, d'accord, j'avais pas pensé à ça. Non, mais on est tous, tu sais qu'on est beaucoup à le dire. Sinon, il vient avec un maillot de l'Algérie. On n'aime pas du tout. Bien besoin. L'Algérie, d'un Karim Benzema. On va en avoir bien besoin. Tiens, Pierre Mani, l'ONU dénonce un crime contre l'humanité envers les Rohingyas. Enfin. C'est clair. Qu'est-ce que ça va changer, c'est ça? Enfin déjà. Ouais. Si on peut, si les médias y suivent, etc., ce serait cool. Mais je pense pas, ils choisissent leur info aussi. Hein. Pourtant, je pense que ça s'est passé aussi dans l'AFP. Pourtant, on n'est pas là à faire des gros reportages dessus. C'est très rare. On va plutôt aller filmer la communauté bouddhiste et montrer les bons côtés, la paix dans une Amazonie là-bas au Tibet ou je sais pas où. Mais bon, ouais, bah c'est très bien, c'est une bonne chose. Mais faudrait qu'on aille plus loin encore. Youssef, on aime, on n'aime pas, je m'en fous. Ouais, on aime, mais bon, toujours pareil, quoi. C'est mitigé, c'est-à-dire que quelles sont les sanctions, effectivement, de l'ONU sur cette question-là, notamment Aung San Suu Kyi qui a été quand même désigné prix Nobel de la paix et qui ferme complètement les yeux sur ces génocidaires, ce qui se passe, sur le nettoyage ethnique. Nathalie Arthaud, vous la connaissez, oui, qui c'est? Oui, très bien. Hello. C'est ma collègue. Je veux interdire les licenciements et les suppressions d'emplois. On aime, on n'aime pas ou... Moi j'aime juste parce que c'est ma collègue et j'aime bien le fond. C'est ta collègue? Oui. Faudrait que tu le ramènes là. Ouais, elle est enseignante avec moi dans le même lycée. Ah d'accord, bah écoute, tu la ramènes quand tu veux. Ouais. Hein, on va discuter un peu avec elle. Lutte ouvrière. On aime? C'est à développer, je demande à en savoir plus, que je comprends pas, plus de licenciements du tout. Non, pas du tout. Elle veut interdire les licenciements et les suppressions d'emplois. Ouais, ça c'est simple. Hein, c'est simple et c'est facile à dire. Ouais. Non, après ça peut être possible dans un changement économique. Oui. Mais après le problème des lots c'est qu'ils sont trop islamophobes. Ah, très bien. Ah, on pourra lui en parler si tu arrives à faire venir. Bon, on en a parlé tout à l'heure, mais on n'aime pas que le fait que Gilbert Collard veut virer Florian Philippot du FN. On s'en fout. D'accord, très bien. Ils peuvent crever tous ensemble. Qui se virent les uns les autres. Non, personne peut crever, voyons Youssef. Non, mais je veux dire politiquement. Ah oui, d'accord. Donald Trump invite à la Maison Blanche Mahmoud Abbas. Donald Trump, ah oui, j'ai vu ça, oui. Moi perso, j'ai pas j'ai pas plus d'empathie pour Mahmoud Abbas. Je trouve pas que c'est un grand président ou quoi que ce soit, donc ils peuvent aller faire ce qu'ils veulent ensemble, hein, perso. Ça reste mon avis perso. Très bien. Donc tu t'en fous, quoi. Ouais. Youssef, il représente pas la vérité de la Palestine pour moi.
Non, moi j'aime pas du tout. Et puis effectivement, Mahmoud Abbas est complètement illégitime. Il est complètement à fond dans une politique de collaboration avec l'État d'Israël qui ne profite pas du tout aux Palestiniens. Et d'ailleurs même l'appareil de sécurité de l'autorité palestinienne qui préside réprime les manifestations de Palestiniens. Raouawa, le président de la fédération de foot, fédération algérienne de foot, ne se représente pas à la tête de la fédération. Il va y avoir un nouveau président à la tête de la fédération algérienne de foot. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle, on aime. On aime. Bon, il a fait des bonnes choses, c'est bien. C'était le renouveau de la sélection algérienne pendant cette dernière décennie. On verra la suite. Ouais, en fait, là où je reconnais un truc, c'est qu'il a l'initiative de la loi FIFA qui a changé, vous savez. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on peut changer de nationalité, en fait, tant qu'on n'a pas été sélectionné en équipe A. Ouais. Et c'est lui, en fait, au Bahamas, au congrès de la FIFA, qui a fait du lobbying pour changer cette loi. Et du coup, là, l'Afrique, on a largement profité, du coup. C'est-à-dire que même ceux qui ont pu jouer en équipe espoir et tout, ont pu après, du coup, revenir. C'était une méthode coloniale, justement, de sélectionner tous les jeunes dès 17 ans, 15 ans, pour les empêcher plus tard d'aller jouer en équipe. Et tant pis si on tuait leur carrière. Dernière petite info, le petit-fils de Jacques Chirac roule pour Emmanuel Macron. Non mais franchement c'est marrant Emmanuel Macron en fait. Il récupère vraiment tout le monde. Ah ouais, tout le monde. Il fait l'unanimité ce mec. Mais il est de quel parti au fait? Alors dit droite, dit gauche. Il est en marche. Est-ce que c'est la partie libérale de François Hollande? Je sais pas. Non mais c'est impressionnant quoi. C'est vraiment incroyable de voir qu'il arrive vraiment à faire l'union autour de lui, mais des élites politiques du coup. Voilà, c'était le j'aime ou j'aime pas pour aujourd'hui. Alors, mon cher ami Hossein, parle-nous donc un peu de Bibliothèque, donc qui organise des événements. On va rappeler le principe, Hossein, pour inciter les jeunes peut-être à s'initier un petit peu à la lecture, de venir rencontrer ceux qui écrivent et qui sont issus des quartiers populaires. Et donc tous les c'est combien tous les mois? On n'a pas de date fixe, mais ça se passe à peu près tous les 1 mois et demi. Là, on va commencer à raccourcir les fourchettes entre les dates. Alors, je tiens à préciser que c'est pas seulement fermé et centré sur la jeunesse, c'est vraiment un événement au milieu du quartier, pour le quartier, la cible, c'est vraiment les populations qui sont vraiment éloignées de l'espace de débat. On est très loin de la mentalité athénienne de l'époque, etc. Aujourd'hui, la ville, si on parle, on a l'impression qu'on nous coupe tout de suite la bouche et on laisse parler les autres à notre place. Alors vraiment, l'objectif de Bibliothèque, c'est d'aider les gens à se construire un discours, de oser débattre, oser donner leur avis à partir de notre événement à nous, et peut-être demain, parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui viennent à Sarcelles, tout le temps. Et ce serait bien pour filmer ce genre de choses. Pas pour filmer. Bon, ça commence à filmer des choses positives dans la ville, donc c'est cool. On a réussi à changer ça, notamment avec le grand défi à Sarcelles qui s'était passé avec les jeunes de la ville il y a quelques mois, où on avait aidé les migrants et on avait passé le mot à plusieurs autres groupes, et qui a pris un niveau national, voire européen, puisque d'autres pays l'ont repris. Donc là, on a eu une surmédiatisation, et ensuite avec Bibliothèque encore un petit peu. Donc oui, ça va, ça commence à positiver. Donc je vais pas mettre tous les médias dans le même sac et victimiser un peu le truc. On a subi une longue période de docu qui ressemblaient tous les uns aux autres, notamment à partir de la manifestation pour la Palestine de 2014. Pendant 2 ans, on a subi vraiment de la part des médias un manque d'objectivité dans leur docu et dans leur reportage qui nous concernait. Et le prochain événement, c'est quand, là? Alors, le prochain événement, c'est le 7 avril. Ouais. Alors, c'est avec Abdelrahim Bouzelmat. C'est un auteur de livres sur l'Andalousie, sur le monde arabo-musulman notamment, et c'est un prof de Marseille. Donc il sera en conférence à Paris 8 le 7 avril, c'est un vendredi, et le soir il sera avec nous à Bibliothèque à Sarcelles. On en profitera pour mettre en avant la riche époque de l'Andalousie, au moment où le monde judéo-chrétien se mariait très bien avec le monde musulman, arabo-musulman, et on va mettre en avant toute la richesse de l'époque, toutes les créations qu'on a eues, pour montrer que nous aussi on a une histoire avant et qu'on n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain après l'indépendance, quoi. Très bien, c'est le 7 avril. Hein. C'est le 7 avril et c'est pas fini. Je vous donne une excuse qu'on vient d'avoir aujourd'hui. On fait aussi le 22 avril, juste une date derrière, avec Nadir Dendoun pour son nouveau livre nos rêves de pauvres, je crois. Attendez, parce qu'il sort le 15. Nos rêves de pauvres, ouais. Nos rêves de pauvres. Donc on le recevra le 22 avril. Donc je pense qu'il y aura du monde qui va venir aussi là à ce moment-là. Et c'est avec un grand plaisir qu'on l'accueillera. Et puis il est aussi le 15 mars à Paris dans le 11e pour la sortie officielle du livre. On y sera aussi. D'accord. Très bien. Ça se passe où alors, les événements Bibliothèque? Alors c'est à Sarcelles. Ouais. C'est ouvert à tous? C'est ouvert à tous. Ouais. Sans limite, et puis on s'inscrit sur la page Facebook de notre alors c'est quoi? fondation, c'est Bibliothèque.
Comme une bibliothèque, mais à la fin c'est TE2S. Alors, allez tous me liker ça rapidement, messieurs dames. Bibliothèse. Et ça se passe dans les sous-sols de Sarcelles, dans un café qui nous accueille chaleureusement parce que nous, politiquement, ça va pas trop dans notre ville. On n'a pas la chance d'avoir déjà des lieux qui peuvent nous accueillir puisqu'il y a un désert culturel qui est pas dans un café caché. Dans un café, non, pas forcément caché. Non, c'est dans une grande place à Sarcelles qui est connue. Et on va vous faire le coup du radicalisme. Ah non, pas du tout. C'est vraiment la définition de bibliothèse. C'est sa racine, c'est ça. On veut rester au quartier, on veut être là où eux ne vont pas justement, et c'est ça qui nous plaît. Tant pis les critiques, tant pis si ça fonctionne ou pas. Nous, notre but c'est de partager avec les autres, de construire quelque chose tous ensemble, même si. Et ce qui est bien, c'est les retours qu'on a dans la ville. Je vous garantis que c'est en toute modestie, ça me touche vraiment parce qu'à Sarcelles, il y a plein de jeunes qui ne sont jamais présents à l'événement, mais qui en ont entendu parler et qui m'en parlent et qui parlent des auteurs et qui ont acheté le bouquin, etc. Et franchement, c'est beau. Bibliothèse sur Facebook, allez-y, n'hésitez pas. Il y a d'autres réseaux sociaux. Vous êtes présents sur quoi? On est sur Facebook et Twitter depuis peu. D'accord. C'est quoi Twitter? C'est quoi? C'est pareil, Bibliothèse. Bibliothèse, très bien. Voilà. Donc allez liker ça, suivez, vous aurez toutes les infos évidemment sur la page Facebook. Et mon petit doigt me dit, il me trompe rarement, qu'on va retrouver Ossine très prochainement dans l'émission. À tout de suite pour le Minute Libertad. Le grand forum avec Ossine Ras et Youssef Brakni aujourd'hui sur France Maghreb 2 avec notre petit moment Libertad, mon cher ami Youssef. Juste le temps de nous rappeler quand même que tu seras jeudi en conférence avec Assa Traoré. Oui, alors jeudi à Paris 8, l'université Paris 8, à partir de 17h, avec Assa Traoré, Ramata Dieng, la sœur de Lamine Dieng, qui a été tuée par la police également en 2007. Ouais. Fahima Laoudi, qui nous vient d'un collectif qui s'appelle Va te faire intégrer, qui a fait un documentaire sur les violences policières. Samir Balouj, qui est un ancien militant du MIB et qui milite auprès de la famille Traoré également, du comité Adama. Donc ça va vraiment être bien. Bon, allez, c'est parti. Rendez-vous donc jeudi à l'université Paris 8. Ouais. C'est à Saint-Denis. Tout à fait. Voilà, très bien. Allez, on y va pour Libertad sur France Maghreb 201 40 33 9000. Allez-y, si vous avez vraiment un truc à dire. Voilà, c'est le moment de décrocher votre téléphone. 01 40 33 9000, prénom et ville d'appel. C'est juste ce qu'il me faut. N'hésitez pas. On y va avec un premier appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Gilles de Paris. Bonsoir Christophe, merci de votre gentillesse avec vos invités. Voici mon message qui suit. Alors, Anouar Ramani, Merzouk Touati, Feu Mohamed Tanal, Kameldine Fekar, Slimane Bouafs. 3 petits points. Je voudrais parler de leurs droits, de ces personnes qui ont une opinion une fois différente, une certaine pensée unique. À quand un moment de radio pour eux? Mes salutations et très cordialement à vous. Merci à toi. Et effectivement, tu as bien raison de le rappeler en tout cas. Quelques personnes qui sont un petit peu embêtées, notamment en Algérie pour Anouar Rani. On en a parlé la semaine dernière d'ailleurs. Allô, bonsoir. Hop, par ici. Allô. Oui, Christophe, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom? Jamina, Paris. Oui, qu'est-ce qui se passe, Jamina? Depuis un moment, la droite, parce que moi je suis ni droite ni gauche. T'es Macron, quoi. Ils peuvent parler cette droite de la religion hébraïque ou le catholicisme. Non, ils peuvent pas. C'est depuis un moment le matraquage sur la religion musulmane. Et nous, les musulmans qui se trouvent sur le sol français qui est le nôtre, moi-même, j'en ai marre. Ils sont où le nôtre d'écrire des lettres, même les envoyer avec accusé de réception chez le pape, à la Commission européenne et à la Haye aussi. Ça veut dire là, ils n'ont pas trouvé mieux que matraquage, et les nôtres, ils n'ont pas trouvé mieux de se terrer. Merci Jamina, merci beaucoup. 01 40 33 9000 pour enchaîner. Hein. Allez hop, allô, bonsoir. Allô. Super, 01 40. C'est un looping. Ouais, voilà, c'est ça. Il va être en haut de la grande roue, là, il doit avoir le vertige. 01 40 33 9000, bien sûr, n'hésitez pas. C'est le moment d'appeler, bien sûr, pour ces quelques minutes Libertad. Ah ouais, non, mais voilà, hein. Voilà, on essaie de donner la liberté, hein. Parfois, voilà, on assume les conséquences. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Goussal Jean de Marseille. Bonjour à vous, cher ami marseillais, comment ça va? Ça va et vous? Formidable, on vous écoute. Comment va l'équipe? L'équipe va bien, elle va bien. Oui, ce serait pour faire une dédicace. Ouais, vas-y. Oui, ce serait pour tous les médiums, les marabouts de France. Voilà. Ok, super, merci beaucoup. Il a dit quoi, les marabouts? Les marabouts de France. 01 40... les médiums et les marabouts. Voilà, c'est ça. 01 40. Ah, ils sont forts, les mecs. 01 40 33. Ils sont obsédés par les marabouts. 9000, ouais.
Ouais, ça doit être ça, hein. Je sais pas. 01 40 33 9000, bien sûr, pour nous appeler, pour ces quelques minutes libertin, donc pour vos appels en direct, voilà. Si vous avez un petit message à faire passer, un truc à dire, un vrai truc, hein. Voilà. Si tu veux parler pousser un petit coup de gueule, passer un coup de cœur, engueuler Youssef. Aussi. Ouais, on m'a jamais engueulé encore. Non, pour l'instant, ça va, on t'a épargné. Moi, on m'engueule tous les jours, mais bon, moi, ça va. Je suis habitué. Voilà, donc c'est le moment, bien sûr, de décrocher comme d'habitude. On rappelle donc que vous pouvez aussi profiter de jouir des programmes de la radio France Maghreb 2 en téléchargeant l'application. Sur votre téléphone, l'application France Maghreb 2, c'est ce que vous tapez bien sûr sur votre smartphone pour rester connecté ainsi à votre radio, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Bon voilà, c'est fini. De toute façon, j'avais plus le temps pour ce soir. Merci beaucoup Ossine. Merci à vous, merci et à on n'oublie Youssef pas d'avoir Bibliotès sur Facebook et sur normal. Twitter. Ouais. Voilà, Youssef, on te retrouve la semaine prochaine probablement. Et puis lundi. bien sûr jeudi à l'université Paris 8. Voilà, tout à fait. Voilà, on n'hésite pas bien sûr. Et on est au rendez-vous. Merci messieurs, Merci à bientôt. Merci beaucoup. Tout de suite un point sur l'actualité, le rappel avant la suite de ce grand forum avec Marine Garel pour l'info. Bonsoir à tous. François Fillon tente de parler du fond. 2 jours avant sa probable mise en examen dans l'affaire des emplois fictifs présumés de sa famille, le candidat de la droite a détaillé ce matin ses propositions économiques avec quelques retouches. Il préfère ne pas toucher au taux de TVA de 10% sur la restauration et le bâtiment. Il annonce aussi qu'il ira vite pour faire voter ses principales réformes, abrogation des 35 heures, refonte du code du travail et retraite à 65 ans. François Fillon prévoit aussi un code de bonne conduite pour prévenir les conflits d'intérêts au gouvernement et il veut également contraindre les parlementaires à la transparence sur les emplois familiaux. 8 personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue ce matin dans les Yvelines dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de détournement d'argent au préjudice d'EDF. Plusieurs employés d'EDF figurent parmi les personnes interpellées. Ces 7 hommes et 7 femmes, tous habitants des Yvelines, modifiaient les numéros de compte clients, généraient des remboursements de trop perçus par EDF, puis percevaient les virements. Au moins 700 000 € ont été détournés. De nouvelles mesures pour améliorer la sécurité dans les transports en Île-de-France. Elles ont été annoncées par Valérie Pécresse, la présidente de la région, et par le syndicat des transports en Île-de-France. L'effort va porter notamment sur la Grande Couronne. Le terroriste Carlos passe à la justice depuis ce matin. Il comparaît devant une cour d'assises spéciale pour l'attentat du drugstore Publicis à Paris, attentat qui avait fait 2 morts et des dizaines de blessés en 1974. Les Pays-Bas appellent leurs ressortissants à la prudence s'ils doivent voyager en Turquie, conséquence des tensions entre les 2 gouvernements. Les autorités néerlandaises ont refoulé ce week-end 2 ministres turcs. Sport rugby, le Racing 92 et le Stade Français annoncent un projet de fusion. Si la Ligue donne son accord, les 2 clubs franciliens ne formeront plus qu'un à partir de la saison prochaine. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.